À la presse et très heureux de vous retrouver dans un conseil municipal en présentiel. Donc Eliane, si tu veux bien nous faire l'appel, merci. Oui, bonjour tout le monde. Bayon de Noyer Yves. Mérigot Hélène. Présent. Bresson Laurent. Présent. Andrzejewski Florence. Di Nicolas Michel. Présent. Gomez Eliane, présente. Gay Patrick. David Mathieu Christiane. Leclerc Jean-François. Royer Christian. Raoux Michel. Villon Patrick. Vedel Chantal. Dupuis Béatrice. Gomez Lionel. Paul-Gilles Laetitia. Jacquet Florian. Rémi Laurent, représenté par Gomez Lionel. Piasecki Valérie. Schneider Estelle. Sassy Cécile, représentée par Madame Mérigot. Brouet John. Tatarenko Serge. Sampere Chantal. D'accord. Jean Alain. Agoguet Fernaillon Véronique. Giacomo Marc, représenté par Monsieur Stéphane Mathieu. Mathieu Stéphane. Galtieri Sandra. Merci. Très bien, merci. Donc notre conseil peut valablement délibérer. Alors, avant de démarrer le conseil en ouverture, je souhaite vous faire une déclaration. Donc, au moment où nous ouvrons, je dirais, cet acte officiel de notre commune, qui est le conseil municipal, je souhaite que notre commune déclare son entier soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Nous condamnons fortement et sans aucune réserve l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous sommes solidaires des populations victimes de cette guerre illégitime. Nous demandons un cessez-le-feu et un retrait des forces d'occupation qui nous rappelle tant de moments sombres de l'histoire de l'Europe. Bien évidemment, nous sommes conscients que notre position est peu de choses eu égard à ce qui se passe, mais peu de choses multipliées au niveau de toutes nos collectivités constituent une force de prise de position et un encouragement fort auprès de nos dirigeants pour que cesse cette guerre. Par ailleurs, nous positionnons notre commune comme candidate pour accueillir des réfugiés ukrainiens lorsque la France aura pris une décision et l'aura organisée. Pour votre information, c'est en cours puisqu'on a des échanges avec la préfecture. Dès à présent, je vous signale que plusieurs familles tauroises nous ont fait connaître leur accord pour accueillir des réfugiés. Nous les remercions très chaleureusement. Fidèles à notre politique d'ouverture que nous avons déjà mis en œuvre en 2015, nous renouvelons donc cet engagement. Un comité accueil Ukraine sera constitué, donc animé par Hélène Mérigot, première adjointe, à qui je donne cette responsabilité. Au-delà de l'accueil des réfugiés, il y aura certainement aussi la collecte d'un certain nombre de denrées, de vêtements ou de couvertures ou de médicaments qui pourra être organisée. À ce sujet, je précise aussi que l'association des maires du Vaucluse nous a proposé d'être intermédiaire et organisateur de ces collectes. Donc ce comité, bien évidemment, sera ouvert. Enfin, et dès ce soir, et en signe de forte solidarité, le beffroi de la commune sera illuminé aux couleurs jaune et bleu de l'Ukraine. Cette illumination durera tout le temps du conflit. Donc voilà ce que je voulais déclarer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole sur ce thème avant que nous ouvrions notre conseil municipal? Donc s'il n'y a personne, très bien. Et donc je demande à Sénada de bien vouloir inclure cette déclaration dans notre compte-rendu de conseil municipal qui sera adressé à la préfecture. Donc le premier point traite des communications des décisions du maire.
Avez-vous... pardon, excusez-moi. Le premier, c'est le vote du compte-rendu de la séance du dernier conseil municipal qui a eu lieu le 25 janvier dernier. Avez-vous des commentaires, des modifications ou des questions? Donc, si on n'a pas, je le soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc, 1, 2, 3, 4 abstentions. Adopté à la majorité. Il a une procuration? Oui. Ça fait 5. Et Serge, je n'ai pas vu votre... Ah, d'accord. Vous faites attention parce qu'il y a un dos qui cache votre petite main. Voilà. Merci, Serge. Donc, adopté à la majorité, je vous en remercie. Communication des décisions du maire. Avez-vous des questions? Oui, Madame Agoguet. Oui, bonsoir à tous. Concernant la première décision, je voulais juste savoir où est prévue la voie verte, enfin, ça concerne quoi, et le ralentisseur exactement. La première décision qui est la 004 ? Oui. Non, c'est route, Lionel, c'est... Oui, bonsoir. Route de Saint-Saturnin. Nous venons de la passer en sens unique et nous venons de créer un sens unique voie verte pour les piétons et les vélos. Et on a mis au milieu un plateau et c'est à l'objet de ce plateau que nous demandons la subvention. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Donc, notre conseil municipal a comme... je dirais, élément principal, le budget, le vote du budget primitif, du budget principal. Donc, je vous propose que nous démarrions. Donc, on précise, mais chaque année, je dirais que notre budget s'inscrit dans une démarche, la démarche générale qui est recommandée par l'État, à savoir un maintien au mieux possible des dépenses de fonctionnement et de la recherche des optimisations possibles afin de maîtriser les évolutions budgétaires. Donc, nous porterons une attention particulière sur le poste frais de personnel, puisque je rappelle qu'il absorbe plus de la moitié du budget de fonctionnement, et donc il reste placé vraiment sous haute vigilance. Et enfin, nous précisons que les taux de fiscalité locale seront maintenus pour l'exercice 2022 au même niveau que 2017. Donc, ça veut dire que durant 6 ans, notre collectivité n'aura pas modifié ses taux. En ce qui concerne les investissements, comme nous en avons parlé dans le rapport d'orientation budgétaire, nous verrons la continuité des dossiers majeurs pour la commune, tous ceux qui ont déjà, je dirais, été enclenchés, et puis le démarrage des études en ce qui concerne le boulodrome et la médiathèque, ou encore quelques travaux de cœur de ville. Donc voilà les éléments, je dirais, principaux. Notre budget principal se résume de la façon suivante. Une section de fonctionnement qui s'équilibre à 8 862 700. Donc c'est le niveau des recettes. Voilà, et il y aura les dépenses en face. Et la section d'investissement qui s'équilibre à 3 556 830. Donc nous avons décidé avec Patrick de nous répartir un peu les rôles. Donc Patrick, si tu veux démarrer sur la section de fonctionnement, sur l'aspect des dépenses. Je te remercie. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. La section de fonctionnement s'équilibre à 8 862 700 €, soit une augmentation de un peu moins de 1% par rapport au budget 2021, 0,88 exactement. Les dépenses de fonctionnement. Vous allez voir apparaître un camembert. Voilà. Les principales dépenses de fonctionnement, les totalités des dépenses de fonctionnement. Vous avez les 3 gros pavés, ce sont les charges de personnel, 5,2 millions. Les autres charges de gestion courante et les charges à caractère général représentent chacune 11 et 17% du total. Les charges de personnel représentant 59% du total, 58-67% du total.
Un graphique également qui vous montre l'évolution dans le temps depuis 2014 de ces différentes dépenses. Et on voit que les charges personnelles ont tendance quand même à progresser plus vite que le reste. Alors, pourquoi les charges de personnel vont-elles augmenter en 2022 ? Elles vont augmenter de 5,73% par rapport au budget 2021, c'est beaucoup. Et ça s'explique très bien parce qu'il y a des recrutements d'un chef du centre technique municipal, recrutement de renforts saisonniers sur les services techniques. Il y a également le recrutement d'un renfort pour le service urbanisme. Autre explication, c'est le recrutement en perspective de 2 prochains départs à la retraite. Autre explication, c'est le versement de l'indemnité inflation, le reclassement réglementaire des agents de la catégorie C, l'impact des 2 prochains scrutins électoraux qui va élection présidentielle et élection législative, et enfin les avancements de grade programmés et la prévision des promotions internes soumises au centre de gestion du Vaucluse. C'est ce qu'on appelle le GVT, glissement vieillesse technicité. Voilà, les charges de fonctionnement vont malgré tout être surveillées attentivement pour éviter qu'elles ne dépassent cette progression programmée. Autre charge de fonctionnement, des charges à caractère général. Les crédits inscrits au chapitre sont en baisse de 0,57% par rapport au budget 2021. C'est assez surprenant, mais les hausses annoncées relativement aux charges liées aux énergies et à l'eau ont déjà été prises en compte dans les prévisions du budget 2021. Donc, sauf exception, elles ne devraient pas augmenter fortement cette année. Les efforts réalisés sur les autres dépenses permettent d'envisager de contenir cette évolution. D'autres charges de gestion courante. Alors, nous avons dans ces charges de gestion courante la participation au CCAS, au GIP et à l'école de musique. La subvention au CCAS reste stable par rapport à 2021 avec un montant de 350 000 €. La participation au GIP Cuisine Centrale reste stable avec un montant de 203 000 €. La participation à l'école départementale de musique et de danse est en légère augmentation du fait de la hausse du nombre d'élèves taurois inscrits, 237 en 2022 contre 224 en 2021. Les subventions d'associations maintenant. Les enveloppes de subventions de fonctionnement aux associations taurois sont stables. Elles sont de 118 710 pour 2022 contre 117 660 en 2021, donc une légère augmentation, mais très faible. Toutefois, les subventions d'action, notamment le lien avec les actions menées en partenariat avec les tissus associatifs locaux dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux, sont en hausse. En 2022, il est prévu une enveloppe de 47 960 € contre 37 760 en 2021. La liste des subventions versées à chaque association fera l'objet de délibérations distinctes. Ensuite, vous avez les subventions versées aux coopératives scolaires qui se montent au total à 19 260 €. Voilà. Parmi les autres charges, nous avons les atténuations de produits, c'est-à-dire en fait, c'est des diminutions de nos revenus opérées par l'État. Celles-ci sont en forte augmentation, une augmentation de 29% par rapport au budget primitif de 2021. Ça s'explique principalement par l'application de la loi SRU et de la pénalité qui s'applique, la majoration résultant de la carence qui s'applique à nous, donc d'un montant de 111 639 € qui s'ajoute au budget de l'année dernière. On a aussi la contribution de la commune au Fonds national de péréquation intercommunale qui est évaluée à 130 000 € pour une notification 2021 de 125 822 €. Les charges financières, enfin. La dotation nécessaire au paiement des intérêts de la dette était estimée à 95 150 €, qui est en baisse par rapport au budget 2021. En effet, les taux interbancaires restent faibles et d'autres emprunts arrivent à terme et sont donc remplacés par des emprunts
qui bénéficient de conditions encore plus favorables. Dans l'hypothèse où un emprunt serait contracté en 2022, il n'impacterait pas les charges financières avant l'année suivante, 2023. Donc vous avez un tableau qui vous présente l'évolution de ces charges financières. On voit qu'elles sont passées de 142 224 € en 2013 à moins de 100 000 en 2022, pour 2022. Voilà, je vais repasser maintenant la parole au maire qui va nous parler des recettes de fonctionnement. Merci. Donc, en face de ces dépenses, bien évidemment, interviennent les recettes. Puis nous arrivons à un total de 8 862 700 €. Au premier rang, ce sont les taxes directes locales pour 5 391 722 € et nous avons prévu une progression de 3,41%. Donc le chiffre exact sera communiqué puisque c'est la projection des bases, de l'évolution des bases, étant donné que les taux n'ont pas bougé. Et donc ce n'est que vers le 15 avril que nous aurons le taux définitif qui nous sera adressé par l'État. Donc 5 388 653. Vous avez la répartition entre taxes d'habitation, taxes foncières bâties et taxes foncières non bâties, sachant qu'une partie de la taxe d'habitation, comme vous le savez, a glissé vers des taxes foncières bâties sur une part qui était perçue préalablement par le département. Et l'État nous amène une compensation, un mécanisme de compensation. À ce titre, on a bénéficié l'année dernière de 865 498 € de compensation. Les autres recettes sont l'attribution de compensation par la communauté de communes. Donc vous savez qu'au 1er janvier 2021, avec la nouvelle mandature, les bases ont été revues. Et dans ce cadre-là, notre commune, qui a fait apparaître un dynamisme, je dirais, plus important en ce qui concerne le nombre d'entreprises, le nombre de logements, etc. Il y a toute une batterie de critères, a bénéficié d'une réévaluation assez significative de son attribution de compensation. Et donc pour cette année, après la déduction faite pour les différents services dont nous bénéficions à la communauté de communes, entre autres les archives, nous allons percevoir un montant de 615 734 €. Et puis il y a une dotation de solidarité qui est un versement facultatif, mais qui est versé à l'ensemble des communes membres de l'EPCI, et donc nous percevons 130 000 €. C'est à nous, je dirais, à les affecter sur le projet que nous souhaitons. En ce qui concerne la taxe locale sur la publicité extérieure, c'est à peu près un maintien. Donc l'année dernière, nous avions été amenés à effectuer un dégrèvement de 15% pour manifester notre soutien par rapport aux difficultés. Donc cette année, nous aurons une recette, je dirais, qui sera complète. Enfin, le dernier point sur les taxes, c'est la taxe additionnelle sur les droits de mutation, qui est assise bien évidemment sur les transactions immobilières qui ont lieu sur notre commune. Donc l'année dernière, en 2021, c'était assez significatif, 542 000, alors qu'on était plutôt dans les 400 000 les années précédentes. Et cette année, nous démarrons sur des montants qui sont également assez, je dirais, assez importants, puisqu'on voit ça au travers des, je dirais, des DIA. Néanmoins, nous sommes précautionneux et nous inscrivons une recette de 400 000 € au budget de 2022, de façon à ne pas vendre, je dirais, une surtaxe, alors que 400 000, je pense que nous le ferons, même mieux, mais il vaut mieux être précautionneux. Enfin, nous avons des droits de place pour 20 000 € qui est en baisse compte tenu du contexte, et puis une taxe sur les pylônes qui est un maintien stable de 17 000 €. En ce qui concerne les dotations de l'État, nous avons une première dotation globale de fonctionnement que nous inscrivons à 640 000 €, plus une dotation de solidarité rurale de 390 000 €, c'est-à-dire équivalent à ce que nous avons perçu l'exercice précédent, et puis une taxe nationale de péréquation que nous avons prévue un peu en baisse, puisque nous l'inscrivons à 200 000 €.
Donc voilà. Enfin, on précise, puisque depuis déjà 2 ans, nous encaissons des remboursements en partie sur le fonds de compensation de TVA pour les dépenses de fonctionnement, notamment tout ce qui est lié à l'entretien des bâtiments. Ce sont des sommes minimes, hein, puisque l'année dernière, il y a 2 ans, on a perçu 18 866 000 euros. Et cette année, nous prévoyons 20 000 euros en inscription. Et puis enfin, nous prévoyons une recette. Tout à l'heure, Patrick en a parlé dans les charges pour l'organisation des élections présidentielles et législatives. Le coût est d'environ 30 000 euros, puisque nous sommes amenés à verser des heures supplémentaires aux agents. Et la recette sera de 3 000 euros que l'État va bien vouloir nous octroyer. Nous avons également des recettes en ce qui concerne l'accueil, je dirais, des mineurs, hein, donc, qui nous sont versés par la Caisse d'allocation familiale, la Mutuelle agricole et par le département. Donc nous l'estimons à 192 000 euros pour 2022. Enfin, nous percevons une recette du département pour l'utilisation de nos équipements qui sont utilisés par les collégiens pour 13 300 euros. Et puis l'autre source de recettes, c'est bien évidemment les services divers que nous assurons, restauration scolaire, activités périscolaires, l'espace jeunesse, etc. Donc on prévoit 490 000 euros. On était à 411 000 euros dû à la baisse d'activité. Et je rappelle qu'en 2019, c'était même une somme de 558 000 euros. Donc on reprévoit 490 000. On verra comment les choses, je dirais, redémarrent. Enfin, nous recevons des produits de gestion courante qui sont principalement des baux, des revenus pour des immeubles. Et donc, nous estimons que ça sera 98 200 euros. Et nous aurons notamment un loyer pour la Maison des médecins qui va démarrer en septembre 2022. Donc nous consolidons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un total de recettes de fonctionnement avec un amortissement donc de subventions pour 8 862 700, ce qui nous permet de payer d'une part les amortissements pour 420 000 et d'effectuer un versement à la section d'investissement pour 235 000 euros, ce qui nous donne donc un autofinancement, ces deux parties-là, de 655 116 euros. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les recettes liées au, je dirais, fonctionnement et à l'autofinancement de la commune. On va passer à la section d'investissement et Patrick reprend la parole pour nous parler des projets. Merci. La section d'investissement s'équilibre à 3 556 830 euros, soit une diminution de près de 25% par rapport au budget primitif 2021. C'est une diminution qui est provoquée, bien évidemment, par le retard pris dans l'élaboration des projets et lié au contexte sanitaire et économique particulier de l'année 2020. Les prévisions budgétaires 2021-2022 poursuivent la réalisation de projets reportés comme la médiathèque ou la création du boulodrome. Alors vous avez sous les yeux un graphique, un camembert qui présente la répartition de ces dépenses d'investissement. Et l'on voit que la baisse de 25% touche principalement les dépenses d'équipement par opération, puisqu'elles sont d'1 270 000 alors qu'elles étaient de 2 612 000 euros l'année précédente. Donc elles baissent beaucoup. Elles baissent de plus de 51%. En revanche, les opérations, les dépenses d'équipement hors opération, elles augmentent un petit peu. Elles s'élèvent à 1 263 730 euros. Ce montant est en légère hausse par rapport au budget primitif précédent. Il augmente de 2% d'augmentation. Donc voilà.
Alors, on va parler des dépenses hors opération d'abord. Elles s'élèvent donc à 1 263 730 €, en hausse de 2%, on l'a dit. La majeure partie de ces crédits est pilotée par les services techniques, pour 1 050 000 €. En 2022, les postes les plus importants portent sur le remplacement du sol du gymnase, les subventions d'équipement versées notamment pour la réhabilitation de la maison dite Bégou, rue de la République, pour 300 000 €. Et le total des subventions représente 321 500 €. Divers investissements pour les écoles, comme l'achat de déstratificateurs d'air, d'équipements de protection contre le soleil, divers travaux d'équipement et d'amélioration des bâtiments communaux pour 264 500 €, et les acquisitions foncières pour 250 000 €. Pour les autres services de la commune, les investissements concerneront des domaines très divers, mais portent essentiellement sur l'informatique pour 107 250 €. Demande d'équipement des écoles et l'évolution de leur parc informatique, comme le renouvellement et l'évolution des logiciels, le renouvellement du parc informatique des différents services municipaux, pour un total estimé à 100 000 €. Donc maintenant, nous passons aux dépenses par opération. Alors, ces dépenses s'élèvent au total à 1 270 000 €, en diminution de 51,38% par rapport à la prévision budgétaire 2021. Elles se décomposent ainsi. Il reste à réaliser des opérations en cours, cœur de ville, dont la facturation n'est pas terminée, dont les travaux lancés en septembre dernier sont toujours en cours, même s'ils avancent bien maintenant. Et l'inscription de crédit, c'est ce qui porte sur le graphique que vous avez. On a la continuité de l'opération cœur de ville pour le réaménagement de la rue Louis Michel, 204 000 €. La réalisation d'études de la contractualisation du marché de maîtrise pour la création du nouveau boulodrome, 116 000 €. Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet de la médiathèque, 220 000 €. Donc, il s'agit principalement, en dehors de l'opération cœur de ville, d'études. Et ça continue avec l'église Notre-Dame de Lac pour 150 000 €. Bon, bien sûr, il faut rajouter aussi le crédit pour le budget participatif de 150 000 € qui concerne la réalisation de ce qui a été décidé cette année. Le programme voirie pour la partie affectée à l'aménagement de la voirie urbaine et la rénovation de voirie hors agglomération pour 300 000 € comme d'habitude. L'extension du réseau de visioprotection pour 25 000 €. On programme également dans le cadre du gros matériel roulant le remplacement d'une balayeuse de voirie pour 123 600 € et les études pour les futurs travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville pour 41 000 €. On voit que ces dépenses d'investissement portent principalement sur des études. Merci. Je vais repasser la parole au maire pour les recettes d'investissement. Merci. Donc les recettes d'investissement se cumulent à 3 556 830 €. Donc elles sont de plusieurs ordres. Premier, les ressources propres de la commune, qui sont au nombre de 4. Donc d'une part, la dotation aux amortissements, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu que dans le budget de fonctionnement, il y avait une charge pour amortissement de 420 000 €. Et donc ça constitue de facto une recette dans le budget d'investissement, 420 000. Deuxièmement, on a vu également qu'il y avait un virement prévisionnel de 235 000 € qui est effectué par la section de fonctionnement dans le budget d'investissement. Le reversement, remboursement de la TVA, puisque sur les projets, nous récupérons la TVA en intégralité. Donc, c'est un montant de 450 000 € qui est prévu, donc équivalent à la prévision, je dirais, 2021. Donc, c'est en fonction des dossiers que nous avons financés. Et enfin, la taxe d'aménagement qui est liée au permis de construire accordé. Et pour 2022, nous l'estimons à 100 000 €. Donc, après ces recettes, ces ressources propres, il y a les autres ressources d'investissement, donc, et notamment les subventions. Et donc, nous proposons d'inscrire, bien évidemment, les subventions qui sont certaines, à savoir pour lesquelles nous avons eu des engagements. Première subvention, l'aménagement cœur de ville pour 411 290 € et 147 000 de la part de la région et de l'État.
dans le cadre de la DETR. Deuxièmement, 8 000 € de la préfecture dans le cadre de la DETR pour les tableaux numériques et 25 000 de la part de l'Éducation nationale. Et enfin, 30 000 € du conseil départemental pour les travaux de l'école de la Passerelle. Les autres subventions qui ont été sollicitées, mais sur lesquelles nous n'avons pas eu encore de retour, ce qui est d'ailleurs normal, ne font pas l'objet d'une inscription dans le budget. Le troisième source de revenus, c'est l'emprunt budgétaire de recettes pour le budget d'investissement. Et donc, c'est le delta, si vous voulez, entre les dépenses et les recettes déjà listées. Et donc, ceci fait apparaître pour 2022 un emprunt prévisionnel de 1 409 724 €. C'est celui que nous allons donc inscrire. Bien évidemment, ce recours à l'emprunt sera diminué de la reprise des résultats de l'exercice 2021, qui sera donc réalisé après le vote du compte administratif qui aura lieu au mois d'avril. Et donc, nous prendrons à ce moment-là la décision de basculer à un prorata ou l'intégralité, on verra ce que le Conseil décidera, de ces recettes. Donc, ça veut dire que ce montant comptable de recours à l'emprunt sera donc diminué. Voilà, donc de façon un peu réaliste et puis instruit des budgets précédents, et une fois donc enregistré le résultat excédentaire de 2022, on peut raisonnablement estimer que le recours à l'emprunt serait seulement nécessaire à hauteur de 500 000 €, et peut-être moins. On verra comment se situent les possibilités de prêt à ce moment-là. Cette configuration, qui sera certainement réalisée, placerait notre endettement communal à fin 2022 à un niveau inférieur à celui de fin 2021 pour environ 200 000 €. Donc voilà, et la capacité de désendettement de la commune serait de 9 ans. Mais on verra quel est le résultat excédentaire qui sera constaté donc, au mois d'avril prochain. Donc le tableau qui vous est présenté résume donc, ce budget d'investissement avec un montant total de 3 556 830, 1,4 million de recours à l'emprunt, 621 000 de subventions, les autres recettes propres dont je vous ai parlé pour 870 000, l'amortissement de 420 000 et le versement de la section de fonctionnement pour 235 000 €. Donc voilà la présentation qu'on a essayé la plus illustrative possible du projet de budget pour l'exercice 2022. Donc merci de m'avoir écouté. Y a-t-il des questions? Monsieur Serge Tatarenko, oui. D'abord, bonjour à tous. Et merci pour cette présentation très claire, effectivement. Et surtout, je tiens à féliciter les rédacteurs, les rédacteurs du document, qui est vraiment excellent. Et je n'ai même pas réussi à trouver un chiffre qui pourrait manquer. Et tout est vraiment expliqué très, très, très clairement. Je crois que c'est... Bon, il fallait le dire quand même. Alors, en ce qui concerne ce budget qui nous est présenté, donc, apparaît comme un budget de transition, avec un investissement reposant pour beaucoup sur le démarrage d'études, tel que ça nous a été dit, comme le boulodrome, la médiathèque, l'église, qui seront les projets, parmi les projets majeurs des années à venir. En ce qui concerne le fonctionnement, le fait marquant est effectivement la hausse importante des charges de personnel, parfois d'ailleurs indispensable, effectivement. Je crois que l'étoffement de certains services est plutôt une bonne chose. Donc, charges de personnel passant de 4,6 millions d'euros au compte administratif 2020 à 5 200 000 dans ce budget primitif 2022, soit une augmentation de 13% en 2 ans, ce qui n'est pas négligeable, effectivement. Nous attirons l'attention sur le fait que la multiplication future des équipements engendrera de nouvelles charges de personnel et qu'il conviendra de les estimer effectivement dans un avenir
relativement court. En ce qui concerne les charges à caractère général, elles restent stables par rapport au budget primitif de 2021, mais elles sont tout de même en augmentation de 20% par rapport au compte administratif 2020. Concernant la subvention au CCAS, donc elle revient à un meilleur niveau, ce dont nous nous réjouissons, puisque les années précédentes, il avait fallu rajouter 50 000 € pour arriver à boucler. Mais on devrait peut-être pouvoir faire encore un peu mieux. En ce qui concerne les atténuations de produits, donc c'est-à-dire que la loi SRU, donc atténuation qui passe à 345 000 au lieu de 274 000, nous reviendrons par la suite dans l'intervention de Véronique sur ce point. Concernant les recettes, nous actons que les taux d'imposition n'augmentent pas, mais il faut malgré tout remarquer, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que les bases, elles augmentent sérieusement en raison de l'inflation. Donc une augmentation qui sera peut-être de 3,4% et qui entraînera mécaniquement une hausse sensible du même ordre des impôts payés par les taurois. Tout ceci conduit à un autofinancement de 655 000 €, légèrement inférieur au remboursement en capital de la dette, qui est de 760 000 €. L'intégration des résultats 2021 devrait effectivement améliorer ce chiffre, mais la situation sur une année, disons, reste malgré tout un peu préoccupante. En ce qui concerne l'investissement, il s'agit pour beaucoup donc du démarrage de nouvelles études sur des projets pour lesquels nous avons parfois émis des réserves, comme le boulodrome que nous avons qualifié de pharaonique, ou la médiathèque sur laquelle nous n'avons quasiment aucune information, si ce n'est le coût donné sur le site de Territoire 84 de 3,1 millions d'euros. Donc, il n'est pas précisé si c'est TTC ou pas TTC, mais nous aimerions avoir davantage d'informations sur l'avancée du projet. Il y a sans doute des choses très intéressantes, mais nous n'avons quasiment aucune information. Et nous espérons que ces projets, mais ça sera certainement le cas, seront largement subventionnés. Enfin, le budget participatif, il apparaît pour 250 000 €, ce dont nous nous réjouissons, c'est ce qui était prévu effectivement. Mais nous attirons tout de même l'attention sur le fait que ce budget, il faudra être vraiment vigilant sur ce point, n'a pas vocation à financer des équipements qui pourraient incomber par ailleurs à la mairie, tels que la végétalisation de cours d'école, mais cela va de soi, bien sûr. Enfin, pour ce qui est de la dette, logiquement, l'emprunt prévu ne devrait pas l'alourdir considérablement, ce qui est un peu normal lors d'une année de transition. On fait essentiellement des études et pas des constructions. Et donc l'emprunt devrait être raisonnable, mais comme vous l'avez dit, il faut attendre effectivement le compte administratif. Bref, en conclusion, compte tenu des réserves que nous avons, en particulier sur les choix d'investissement ou l'ignorance que nous avons de certains projets, nous voterons contre ce budget. Merci. Je vous réponds ? Oui. Bon, merci, je dirais, de vos commentaires, de votre éclairage. J'avais juste une petite remarque à vous faire. Quand vous comparez un budget qui est une prévision avec un compte administratif, c'est comme si on compare des carottes et des poireaux. Donc voilà. Donc c'est dans les collectivités, on compare toujours, si vous voulez, un budget par rapport au budget précédent. Mais on pourrait faire, après, lorsqu'il y a le résultat du compte administratif, faire un comparatif du compte administratif de l'année par rapport au compte administratif de l'année précédente. On peut tout à fait le faire. Mais ne pas comparer une projection par rapport à une réalisation,
parce que ça donne des pourcentages qui vous donnent le tournis, et il ne faut pas avoir le tournis. Voilà. Merci. Oui, bien sûr, vous pouvez répondre. J'ai utilisé ces chiffres essentiellement sur les charges de personnel. Et là, on sait que le chiffre qui figurera dans le compte administratif, ou qui a figuré à l'époque dans le compte administratif, était quasiment le même que celui du budget primitif. Ce n'est pas un poste où il y a énormément de différences, à mon avis. Voilà. Pardon, y a-t-il d'autres interventions? Madame Agoguet. Oui, moi j'ai quelques questions, notamment, la première question au sujet de la loi SRU, les prélèvements au titre de la loi SRU. Donc il y a des majorations à hauteur de 111 639 €, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et pourtant, la ligne 73 9115 du budget montre une proposition pour 345 800 €. Il y a, par rapport à l'année précédente, il y a un chiffre que je ne comprends pas là. Parce qu'il y avait 130 000 € de pénalité l'année dernière, donc 111 000 de pénalités supplémentaires encore cette année, et il y a 97 000, on ne sait pas d'où ils sortent là pour arriver à 345 800. Est-ce que vous pouvez expliquer? J'ai pas le chiffre sous les yeux, mais la réalité, si vous voulez, c'est que sur tous les projets que nous avons de logements sociaux, et qui sont des projets très significatifs, puisque en tout c'est pas loin de 350, donc certains sont en cours de démarrage, etc., mais aucun n'a pu être constitué dans le cadre du budget, je dirais, précédent, et moyennant quoi, parce que vous savez qu'il y a une vision qui est triennale en ce qui concerne les logements sociaux, nous avons non seulement eu un maintien de la pénalité, mais une majoration. Donc voilà. Et donc on l'aura encore pour l'année prochaine. Même si on réceptionne en fin d'année, je sais pas, X logements sociaux, puisque notre base, là, c'est 2021, 22, 23, ou non, 20, 21 et 22, donc jusqu'à la fin de l'exercice 2022. Donc voilà. Donc on n'en est absolument pas satisfait. C'est une aberration, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est une décision de l'État et sur laquelle on ne peut pas grand-chose, malheureusement. Bon, il manque 97 000 dans les chiffres, donc voilà, on ne sait pas d'où... Bon, on vous répondra. Ouais, oui. C'est pareil pour le fonds de péréquation, la ligne 73 9223, 130 000 pour le budget précédent. Et là, dans le texte, dans la présentation du budget, vous le prévoyez, ce montant à 130 000 également, mais il n'apparaît pas dans le budget. Voilà, je voulais juste le signifier. Enfin, il y a peut-être une raison, mais je ne vois pas laquelle. Bon, je sais pas la réponse. Je sais pas, vous avez la réponse, Sabine? Le génie de la finance. Bon, on regardera et on vous répondra. D'autres questions? Oui. Oui. Oui, vous voulez savoir sur la médiathèque, où en sont les études et le projet? Ben, la médiathèque, on est en train de, je dirais, de finaliser la première étude qui concerne le coût, l'estimatif. Voilà, ce qu'on appelle le pré-programme. Et c'est qu'à partir de ce stade-là, mais ça va être fait assez prochainement, que nous pourrons le communiquer. Donc aujourd'hui, on ne l'a pas, puisque la réalité, je dirais, physique du bâtiment est encore en train d'être ajustée. Bon, on a démarré, bien évidemment, des relations très, très suivies avec la DRAC, puisque la DRAC est un intervenant significatif en termes de subventions, d'une part pour les études, mais aussi pour la réalisation. Donc voilà. Donc par exemple, on va solliciter une subvention de la DRAC pour réaliser les études, mais on ne l'a pas mise dans le budget puisqu'elle n'est pas encore sollicitée. Mais il y en aura une, peut-être à hauteur de 30 ou 40% des coûts. Mais dès que nous aurons, je dirais, un chiffrage un peu plus précis, parce qu'on ne veut pas se tromper, nous serons amenés, je dirais, à le communiquer
et lors d'une commission urbanisme, une commission spéciale, comme le suggère Florence, nous donnerons cette information complètement. Voilà. Oui. J'ai juste une petite observation à faire, mais ce serait pour l'année prochaine. Si on pouvait avoir la liste des opérations et les codages dans le budget, là, ça serait bien parce qu'elles sont numérotées, mais à chaque fois, il faut qu'on recherche systématiquement à quoi ça correspond. Donc, ce serait une lecture plus facile. Dans le document qui sort de la comptabilité. Dans l'annexe, oui, tout à fait. Si on pouvait avoir à chaque fois... Oui, ça doit être tout à fait possible, bien sûr. Voilà, merci. Je suis d'accord. On en prend bonne note. Oui. D'autres questions? C'est Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, pas de questions, simplement une remarque. De toute façon, on a déjà discuté dernièrement au dernier conseil municipal, lors du débat d'orientation budgétaire, les points concernant le budget primitif. Donc là, cette fois-ci, on a les chiffres. Donc bon, comme disait Serge Tatarenko, on est sur un budget de transition. Les années à venir nous diront ce qu'il en est réellement par rapport aux deux projets qui sont très importants pour la commune. Voilà. Donc apparemment, pour l'instant, on n'a pas totalement les chiffres pour la médiathèque, même si M. Tatarenko a parlé de 3 millions d'euros. Je ne sais pas ce que vous le confirmeriez par la suite, mais ainsi que le boulodrome. Donc voilà, donc deux projets structurants qui vont coûter certainement très cher à la commune. Donc cette année, le budget n'est pas très difficile à faire parce que ce sont que des projets, que des études surtout. Donc on verra pour les années à venir. Voilà. Bon, par contre, je tiens aussi à féliciter la présentation du compte rendu du budget primitif. Il est très bien présenté, voilà, et très clair. Très bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc on peut passer au vote. Donc je vous propose de délibérer sur les inscriptions des crédits en dépenses et en recettes de chacune des sections investissement et fonctionnement, tel que ça vous a été, je dirais, présenté. Je rappelle quand même, section de fonctionnement, dépenses 8 862 700 et recettes, un chiffre équivalent. Les sections d'investissement, 3 556 830 et le même montant pour les recettes. Donc sur ce premier article, y a-t-il des votes contre? Donc ça fait 7, oui. Donc des abstentions, donc adopté à la majorité. Sur l'article 2, puisqu'on les vote par article, le montant de la subvention attribuée au syndicat mixte de gestion de l'école départementale de musique, fixé à 170 640, y a-t-il des votes contre? Des abstentions, donc adoptées à l'unanimité. Et enfin, les attributions de subventions aux différentes coopératives scolaires. Donc, pour la Calade, 5100, pour la passerelle, 8610, élémentaire jardin, 3150, maternelle les jardins, 900, et la Garance, 1500. Donc, un montant total de 19 260. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, je vous remercie, adopté à l'unanimité. Donc, la délibération suivante traite, c'est la conséquence de notre budget, des taux d'imposition directs, et je donne la parole à Patrick. Merci. Merci. Comme il a été annoncé déjà lors du débat d'orientation budgétaire et ce soir lors de la présentation du budget, les taux d'imposition locale ne sont maintenus et ne bougeront donc pas cette année 2022. Le produit fiscal attendu pour 2022 est estimé à 5 388 653 €. Ce produit a été établi à partir de bases estimées avec une variation de 3,4%, est importante puisque elle résulte de l'indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre, qui est atteint à un niveau très élevé par rapport au passé. Donc nous espérons que ça va bien se réaliser. Alors, il est proposé de maintenir les taux d'imposition relatifs aux taxes foncières au niveau de ceux des 5 derniers exercices. On parle des taxes foncières parce que la taxe d'habitation, vous savez que le taux ne peut plus varier. Le taux est fixé maintenant une fois pour toutes. Et il n'y a plus de vote de taux de taxe d'habitation.
Donc le transfert de taux de taxe d'habitation se traduit par une taxe foncière bâtie de 25% pour la commune, 15,13% pour le département, ce qui fait 40,13%. Voilà le nouveau taux de la taxe foncière bâtie. La taxe foncière non bâtie reste à 45%. Le 17 février dernier, la Direction départementale des finances publiques informait le service financier que la notification des bases professionnelles pour 2022 interviendrait au cours du mois de mars. Ainsi, une prochaine délibération prendra en compte les bases notifiées pour le calcul du produit attendu et intégrera la modification des crédits inscrits au budget. À ce jour, donc avant cette notification, les produits attendus sont les suivants. Sur les bases estimées 2022, de 5 388 653 €, qui se répartissent entre taxe d'habitation 1 091 015 €, produits compensés taxe d'habitation, taxe foncière bâtie 4 101 639 €, taxe foncière non bâtie 195 999 €. Donc l'essentiel est que les taux sont maintenus sur la taxe foncière bâtie. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? Donc, merci. On décide donc pour l'année 2022 que les taux des taxes directes locales prévus à l'article 1636B sont 45% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 25% pour la taxe foncière communale sur les propriétés bâties, plus 15,13% pour la taxe foncière départementale sur les propriétés bâties, qui correspond à la part transférée. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, 7 abstentions adoptées à la majorité. La délibération suivante traite de la constitution, toujours dans le cadre du budget, de provisions pour dépréciation d'actifs ou de créances que nous avons. Donc, comme vous le savez, chaque année, le Trésor public nous fait l'état des créances qui n'ont pas pu être récupérées. Ces créances traitent pour une part essentielle de la non-récupération de services qui ont été facturés, soit des services pour l'espace jeunesse, soit des services de cantine qui sont majoritairement ceux-ci. Et donc, de façon précautionneuse, le Trésor nous recommande d'effectuer une provision par rapport à ces créances non recouvertes. Ça ne veut pas dire, parce qu'on effectue une provision, que la recherche du règlement est abandonnée. Pas du tout. Mais c'est une provision, ça veut dire que la commune a été informée. On a une liste, j'ai la liste de tous les noms, mais bien évidemment, je ne me permettrai pas de la donner. Certaines personnes ont disparu de la commune, d'autres sont notoirement insolvables, etc. Donc, c'est des choses qui sont un peu compliquées. Mais chaque année, nous avons ceci à réaliser. Et donc, pour cette année, nous prévoyons de passer une provision pour risques et charges à un montant de 19 932. 19 900. Ah, moi j'ai la délibération. 19 932. 332. Oui, alors là, tout à l'heure, vous avez eu des coups d'encensoir de M. Tatarenko, là, vous allez recevoir. Donc, il y a 2 chiffres différents. Dans l'exposé des motifs, c'est 19 332. Et dans la délibération, c'est 19 932. Laquelle prenons-nous? C'est 332, a dit Madame. Merci bien. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en délibérer. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Nous passons aux travaux d'aménagement cœur de ville avec un avenant numéro 2 au lot numéro 4. Lionel Gomez a la parole. Merci. Merci, Monsieur le maire. La commune du Thor a programmé une opération destinée à la réalisation des travaux de réaménagement des espaces publics, les voiries, les places, réseaux divers et aménagements floraux et paysagers du cœur de ville.
La commune ayant achevé les aménagements du secteur numéro 1, elle a lancé le marché concernant la reprise du secteur numéro 2 du projet portant sur la réhabilitation des places de la Liberté, du Marché, du 8 mai et du 11 novembre, et n'oublions pas le pont du 12 abat. Par délibération en date du 6 juillet 2021, la commune du Thor a attribué les marchés de travaux d'aménagement de cœur de ville, secteur 2, répartis en 4 lots. Le lot terrassement en numéro 1, le lot numéro 2 était les revêtements en pierre, béton et mobilier urbain, le lot numéro 3, les espaces verts et arrosage, et le lot numéro 4, la ferronnerie. Le montant total des marchés s'élève donc à 1 581 484 €. À ce stade de l'avancement des travaux pour le lot numéro 4, ferronnerie, des prestations complémentaires ont été demandées par le maître d'ouvrage sans modifier la nature du marché, à savoir des olives ont été demandées pour obtenir une finition plus esthétique sur les crosses des mains courantes. Suite à une demande d'un riverain, 2 jardinières en acier ont été demandées par la MOA afin d'être intégrées dans les calades. Et pour finir, une reprise de la passerelle pour la rallonger, rajouter des haches en 240 et de remonter le niveau de la culée et de tenir compte des altimétries des différents réseaux. Toutes les autres clauses et conditions générales du marché initialement demeurent inchangées. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc d'approuver pour le lot numéro 4, ferronnerie, l'avenant numéro 2 au marché de travaux d'aménagement, tel que ceci vous a été précisé, pour donc un montant de travaux en plus-value de 5 500 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité, merci. Donc dans le même ordre, l'avenant numéro 5 au lot numéro 3, pour le marché cœur de ville. Lionel, tu as encore la parole. Merci. Donc on reprend avec le cœur de ville, mais on remonte un peu dans le futur sur cœur de ville, phase numéro 1. En effet, par délibération en date du 6 juillet 2021, la commune du Thor a approuvé l'avenant numéro 4 au lot numéro 3 du marché de travaux et d'aménagement de cœur de ville, portant sur la cession du marché au 1er juillet 2021 de la société SMEV SAS à la société SERP, nouveau titulaire dans le cadre d'une opération de fusion et d'absorption. Donc, suite à cela, la grande majorité des riverains de la rue Gustave Roucq sont préférés procéder eux-mêmes à la fourniture des plantes et plantations initialement prévues au marché de travaux lot numéro 3 de la tranche optionnelle 2 et entretenir eux-mêmes les plantations au droit de leur habitation. La fourniture et la garniture en terre de la plantation et l'entretien de ces plantes n'a donc plus lieu d'être. De plus, par courrier en date du 18 janvier 2022, parvenu en mairie le 26 janvier 2022, le responsable d'agence de la société SERP nous a fait part de sa volonté de renoncer au marché de travaux et d'aménagement de cœur de ville tranche optionnelle numéro 2. Il convient donc d'approuver l'avenant numéro 5 au lot numéro 3 du marché de travaux d'aménagement au cœur de ville passé avec la société SERP et visant à résilier la tranche numéro 2 optionnelle. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose de délibérer, d'approuver l'avenant numéro 5 au lot numéro 3 du marché des travaux d'aménagement du cœur de ville, passé avec la société SERP, et disant que ceci, la tranche optionnelle est numéro 2, est donc résiliée. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Merci bien. Nous passons à la concession donc, du service pour la fourniture de mobilier urbain, que je vous commente en l'absence de Laurent Rémy qui a mené ce dossier. Donc, je rappelle que nous accueillons sur notre territoire des abribus qui ont été fournis et sont donc exploités par un délégataire, ce délégataire se rémunérant sur les recettes publicitaires. Son contrat étant arrivé en terme en décembre 2021, nous avons adopté le principe du recours à un contrat de concession de services pour la fourniture et l'exploitation publicitaire de ce mobilier, pour une durée de 7 ans et donc à compter du 1er mars 2022, aujourd'hui. Considérant que les sommes susceptibles d'être perçues n'excéderaient pas 5 548 000, on a décidé de recourir à une procédure simplifiée de concession. Et donc, c'est ce que nous avons fait. La consultation a eu lieu le 13 octobre 2021. Nous avons reçu une seule offre, celle de l'entreprise Giromédia,
dont le siège social est situé à Morbier, dans le 39. Donc la commission de délégation des services publics a été réunie le 23 novembre 2021, a approuvé donc cette candidature, donnant possibilité au maire d'engager des négociations ou de le retenir directement si on jugeait son offre adéquate. Donc après échange avec le candidat, il apparaît donc que Giro Média répond vraiment à nos demandes, qui sont notamment des aspects de qualité de mobilier urbain, qualité de prestations, d'entretien et de maintenance. Et donc c'est ainsi que nous avons décidé de lui confier donc ce contrat pour 3 abribus et 4 planimètres. Et donc il est proposé à votre conseil d'approuver le choix de Giro Média, de valider le projet de convention qui est joint en annexe avec le concessionnaire et d'autoriser le maire à signer la dite concession. Avez-vous des questions à poser? S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver le choix de la société Giro Média en tant que concessionnaire de services pour l'installation et l'exploitation publicitaire de mobilier urbain sur notre commune, de valider le projet de convention à signer pour une durée de 7 ans et qui démarre le 1er mars 2022. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant traite de l'attribution d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections présidentielles et législatives. Et c'est ce que nous avons à voter chaque fois qu'il y a des élections. Donc Florian, je te donne la parole. Merci. Merci Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir à tous. À l'occasion des élections municipales, présidentielles puis législatives, certains agents de la collectivité seront mobilisés les dimanches 10 et 24 avril et dimanches 12 et 19 juin afin d'assurer le secrétariat d'un bureau de vote ou les différentes tâches administratives liées au scrutin. On en a parlé à l'instant dans le cadre du vote du budget. Les agents de catégorie A ne peuvent recevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires et dans ce cas de figure, les textes réglementaires prévoient et fixent les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour élection IFCE. Cette indemnité est calculée sur la base d'un crédit global et d'un taux individuel maximum calculé par référence à la valeur moyenne de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires deuxième catégorie, attachés territoriaux et situés dans la commune. C'est très technique. Pour les élections, le crédit global correspond à 1/12 du taux moyen annuel, qui, multiplié par le nombre de bénéficiaires remplissant les conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire pour élection, est ensuite multiplié par le coefficient décidé par la collectivité. Compte tenu de la charge de travail liée à ces élections et du taux moyen d'IFTS, je vous propose d'appliquer un coefficient individuel de 3,85, ce qui donnerait donc un total de 350,61 € par agent et par tour de scrutin. Je vous remercie. Merci bien. Avez-vous des questions? Donc je propose d'en délibérer, de décider pour l'agent de catégorie A, heureusement il n'y en a qu'un seul, mobilisé pour les élections présidentielles et législatives, l'attribution d'une indemnité complémentaire, comme ça a été précisé, de 350,61 €. Juste, je vous demande de faire le calcul, il y a 4 dimanches, c'est 4 fois 350 €, et l'État va nous aider pour la totalité des élections, comme vous l'avez vu tout à l'heure, 3 000 €. Inutile de vous faire un dessin, cette personne, elle mange 50% du budget. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. L'agent vous remercie. Lionel, tu vas reprendre la parole puisque nous sommes sollicités pour donner un avis sur le projet d'extension de la déchetterie intercommunale de l'Isle-sur-la-Sorgue afin de créer une plateforme de stockage et de broyage de déchets verts. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc, après les travaux, les déchets. La communauté de communes des Pays de Sorgue Mont de Vaucluse, dans le cadre de sa politique de gestion des déchets, prévoit l'extension de la déchetterie intercommunale de l'Isle-sur-la-Sorgue, située chemin de l'école de l'agriculture, dans le but de créer une plateforme de stockage et broyage de déchets verts. Pour ce faire, elle a déposé auprès des services de l'État un dossier de demande d'enregistrement au titre de la réglementation sur les installations classées.
L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a déclaré le dossier d'enregistrement complet et régulier dans son rapport et en date du 3 janvier 2022. Par courrier du 10 janvier 2022, reçu en mairie le 13 Ah, excusez-moi, petit problème technique, c'est reparti. Ça arrive. Donc, je vous disais que monsieur le préfet, gentiment, a transmis le dossier d'enregistrement et sollicite l'avis du conseil municipal de la commune du Thor sur celui-ci. Cet avis doit être exprimé et communiqué dans les 15 jours suivant la fin de la consultation publique qui se déroulera en mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue, commune, siège du projet du lundi 21 février au lundi 21 mars 2022 inclus. Petit rappel, en 2020, près de 3 700 tonnes de déchets verts ont été réceptionnés en cumul sur les deux déchetteries, soit environ 100 kg par habitant. Donc les travaux consistent à créer une nouvelle plateforme avec les équipements cités ci-dessous, un pont bascule, un local de contrôle, etc. Les zones d'accueil des déchets verts seront les suivantes. Les déchets verts réceptionnés à disposer au sol par les utilisateurs seront les déchets verts à broyer. Les broyats des déchets verts seront stockés sur une plateforme. Il était également prévu des aménagements complémentaires, un éclairage adapté, un bassin de rétention pour les eaux de pluie de 170 m3 à 335 m3. Le projet prévoit des dispositifs de prévention des accidents et des pollutions. À l'issue de l'exploitation du site, arrêt définitif, il est proposé l'usage de fin de vie suivant. Accueil d'un équipement pour la production d'énergie renouvelable. Monsieur le maire de la commune de l'Isle-sur-Sorgue a émis un avis favorable à ce projet d'usure future du site. Le projet est conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et est compatible avec les différents plans, schémas des programmes. La plateforme est située en dehors du site Natura 2000, la Sorgue et l'Ozon. En revanche, l'accès à créer se situe dans la zone Natura 2000. Une étude d'incidence Natura 2000 a été réalisée et conclue en une absence d'incidence. Considérant qu'il est nécessaire de créer une plateforme de stockage et broyage des déchets verts en extension de la déchetterie de l'Isle-sur-la-Sorgue, afin de privilégier la valorisation locale du broyat, mise à disposition des usagers, services techniques des collectivités, entreprises, espaces verts, agriculteurs locaux, et compte tenu des mesures prises pour prévenir des accidents et pollutions, éviter ou réduire l'incidence du projet sur l'environnement, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à ce sujet. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions avant que je soumette la délibération? Tout vous paraît très clair. Donc, je vous propose, il y a un seul article, d'émettre un avis favorable au projet d'extension de la déchetterie située 1146 chemin de l'école de l'agriculture à l'Isle-sur-la-Sorgue, dans le but de créer une plateforme de stockage et de broyage des déchets telle que présentée dans la demande d'enregistrement au titre de la réglementation sur les installations classées déposée par la communauté de communes des Pays de Sorgue et de Mont-de-Vaucluse. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. Donc Eliane va nous présenter le rapport suivant, qui est la convention transitoire entre le contrat enfance-jeunesse et la nouvelle offre de la MSA qui s'appelle « Grandir en milieu rural ». Tu as la parole. Merci. Merci. Donc, depuis 2003, la MSA, Mutualité sociale agricole, s'est toujours engagée dans une politique volontariste pour les familles et les jeunes, avec notamment le financement des contrats enfance-jeunesse, afin de contribuer au développement de l'offre d'accueil et de services pour la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Dans le cadre de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion de la Caisse centrale MSA, le financement des CEJ pour les MSA s'est arrêté au 31 décembre 2020 pour l'ensemble des territoires, dont le Vaucluse. Une nouvelle offre, Grandir en milieu rural, la GMR, sera déployée courant 2022 pour les territoires avec un taux de population d'enfants MSA de 0 à 17 ans
égale ou supérieure à 8%. Pour l'année 2021, la MSA Alpes-Vaucluse a souhaité tout de même poursuivre son engagement auprès des collectivités qui bénéficiaient du CEJ signé avant 2019, ce qui est le cas pour nous. Elle est donc proposée une convention transitoire entre le CEJ et la nouvelle offre MSA Grandir en milieu rural à venir, permettant ainsi à la collectivité d'être subventionnée au titre de l'année 2021 sur une partie des actions enfance-jeunesse développées dans le cadre des CEJ précédents. Là, on vote pour l'année 2021 parce que c'est toujours une année après, le temps qu'on ait vraiment le chiffrage, si on est concerné ou pas. Là, on est encore concerné, mais après, je pense qu'on n'aura plus les subventions parce qu'on n'arrivera pas aux 8% demandés. Mais voilà. Donc, c'est un soutien supplémentaire qu'on n'aurait pas dû avoir normalement, mais la MSA a voulu malgré tout nous soutenir encore pour 2021. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? Donc, s'il n'y en a pas, d'autoriser, je vous en délibérer, d'autoriser le maire à signer la convention de financement transitoire entre le contrat enfance-jeunesse et la nouvelle offre MSA Grandir en milieu rural au titre de l'année 2021. Et cette convention est annexée. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adoptées à l'unanimité. La délibération suivante traite d'une convention de fourniture de repas entre notre commune et la communauté de communes pour la crèche L'Arlequine. Hélène, tu as la parole. Merci. C'est bon. C'est parfait. Donc, comme vous le savez tous, depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse a intégré dans ses compétences optionnelles la petite enfance. C'est donc depuis cette date qu'elle est compétente pour gérer la crèche L'Arlequine du Thor. Au mois de janvier 2018, le conseil municipal a délibéré pour approuver la signature d'une convention de fourniture de repas entre notre municipalité et la communauté de communes du Pays des Sorgues Monts de Vaucluse pour cette crèche, poursuivant ainsi le fonctionnement établi depuis plusieurs années pour la fourniture des repas aux jeunes enfants accueillis à la crèche de l'Arlequine. Cette convention a été renouvelée par 2 fois pour une durée d'1 an. La date butoir est arrivée à échéance fin décembre 2021. Il convient donc de signer une nouvelle convention qui est proposée cette fois pour une durée de 2 ans, qui reprend le même fonctionnement que la précédente, en confortant les objectifs communs des 2 entités en matière de qualité, respect des objectifs de la loi Egalim et l'augmentation des produits bio. Un bilan intermédiaire sera établi en fin d'année 2022 pour faire éventuellement évoluer la convention en fonction des besoins de chaque structure. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver la convention entre la communauté de communes des Pays de Sorgues et Monts de Vaucluse et la commune du Thor pour la fourniture de repas en liaison chaude à la crèche L'Arlequine, dont le projet est joint en annexe, et d'autoriser le maire à signer cette convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant aux 2 dernières délibérations qui traitent d'attribution de subventions de fonctionnement. D'abord aux associations. C'est Eliane qui nous la présente. Merci. Merci. Donc, la commune attribue aux associations des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Là, ça concerne les crédits. Donc, les crédits qui figurent à l'article 6574 et ses ramifications ne peuvent faire l'objet d'une dépense effective qu'à raison d'une décision individuelle d'attribution. L'attribution des subventions concerne donc le fonctionnement. Donc, pour l'accueil culture loisirs, 250 €, le centre d'animation, 400 €, la tablette des joueurs, 250 €, la PIC, 250 €, la FCPE, 250 €, les amis réunis, 250 €, donneurs de sang bénévoles, 250 €, les fourmis et cigales, 250 €, regain, 400 €,
l'UD sapeurs-pompiers 84 400, AMAP Le Thor en Vert 250, Amis de la Sorgue 250, les Chevaliers de l'Onde 250, D3P 250, la Diane Tauroise 250, Salamou Aleikoum Provence 250, Anciens combattants 250 et les Jardins familiaux taurois 250. Là, ce sont les dossiers que nous avons reçus. Nous avons reçu d'autres dossiers, donc la prochaine conseil municipal, il y aura d'autres subventions à voter. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? Oui, je vous en prie. Non, juste, je me demandais ce qui faisait que certaines associations, la plupart, avaient 250 et certaines autres 400. Donc je suppose qu'il y a une raison, bien sûr. Oui. Alors, cela dépend en fait de leurs dépenses de fonctionnement, du nombre d'adhérents. Il y a plusieurs petits paramètres à prendre en compte. Et puis il y a l'histoire. Et voilà. Il y a l'histoire, et quand on hérite de l'histoire, quelquefois on ne veut pas casser du bois, quoi. Donc on maintient l'histoire. C'est un peu ça aussi. Hein. Mais votre question est tout à fait juste. Hein. Voilà. Bien. Donc, si vous en êtes d'accord, d'attribuer aux associations tauroises une subvention de fonctionnement telle que ceci vous a été présenté, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, je vous remercie. Donc, la délibération suivante, c'est du même ordre, mais pour les associations sportives. Madame Piasecki, que je ne vois pas. C'est l'écran, c'est pas toi qui es petite, c'est l'écran. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, l'introduction des motifs, elle est identique à celle d'Eliane, donc je ne vais pas vous la relire. Par contre, il faut savoir que pour certaines associations, il est proposé au conseil municipal d'encourager plus particulièrement celles qui œuvrent pour permettre l'accessibilité de la pratique physique et sportive au plus grand nombre, en particulier aux plus jeunes, valoriser l'image du Thor à l'occasion de rencontres et manifestations sportives à l'extérieur de la commune, aider à la professionnalisation de l'équipe d'encadrement. Donc je voulais également préciser qu'à ce jour, toutes les associations sportives n'ont pas encore déposé leur dossier. Nous sommes encore en attente, par exemple, du foot, de l'Union bouliste tauroise du canoë-kayak. Certaines associations nous ont fait des demandes de subventions en fonctionnement inférieures cette année par rapport aux années précédentes, car elles sont investies dans le projet Terre de Jeux et solliciteront notre aide financière pour réaliser diverses actions sportives impliquant le plus grand nombre. Mais nous y reviendrons très prochainement. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'attribuer aux associations sportives tauroises une subvention de fonctionnement pour l'année 2022, selon la répartition que vous avez dans votre dossier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Donc, les associations, de part et d'autre, vous remercient chaleureusement de votre vote unanime. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre conseil municipal. J'avais une communication à vous donner. Donc, d'abord, le prochain conseil aura lieu le 26 avril prochain. Donc on en tient un là, le 1er mars, on ne va pas en retenir sur mars. Et après avoir consulté l'ensemble des services, donc, on tiendra notre conseil tel qu'il était prévu le 26 avril prochain. Donc une information, jeudi dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir l'annonce officielle de l'implantation de la société Antophénol sur notre commune, donc qui s'implante sur la zone Saint-Joseph. Donc Antophénol, c'est une entreprise dont l'activité, si je voulais le résumer, est d'aller chercher dans la nature des molécules capables de soigner les plantes. Et en clair, ils ont mis au point un procédé d'extraction par micro-ondes de sarments de vigne, duquel ils extraient une molécule qui s'appelle l'anthophédrine, et cette molécule remplace les traitements de la vigne habituelle, la fameuse bouillie bordelaise. Donc ils ont bien sûr déposé un brevet. La personne qui pilote cette affaire a fait ses études en chimie sur Montpellier, a démarré une petite unité avec une vingtaine de salariés en Bretagne,
et a souhaité se réimplanter ici, d'abord parce qu'elle est originaire d'ici, mais aussi parce que nous avons beaucoup de producteurs de vignes et en Bretagne, c'est un peu plus compliqué. Donc elle ambitionne quand même un marché très significatif et elle va démarrer par le marché américain puisqu'elle a obtenu déjà une validation, une homologation de son produit, alors que l'Europe lui annonce qu'ils lui donneront en 2026. Voilà. Elle réalise 42 millions d'euros d'investissement pour démarrer ce projet. Elle va créer immédiatement 60 emplois et 120 lorsqu'elle va passer à la deuxième phase. Et sur ces 42 millions, l'État, dans le cadre du plan de relance, l'accompagne pour 6,8 millions. Donc 6,8 millions, c'est le montant le plus important qui a été attribué en région Provence dans le cadre du plan de relance. Donc d'abord, nous lui tirons notre chapeau parce qu'il fallait aller les chercher. Et l'ambition de ce projet, on peut dire qu'elle se situe dans la nouvelle économie de l'industrie. Et il nous paraît très intéressant. Elle aura un site, par exemple, qui sera complètement autonome en énergie, entre les sarments qu'elle va brûler pour produire de l'électricité et l'installation de panneaux photovoltaïques. Elle aura quasiment une consommation électrique égale à zéro. Donc voilà, nous sommes fiers de pouvoir recevoir cette entreprise sur notre commune. Et je tenais à vous donner cette information. Voilà, notre conseil municipal est terminé. Merci de votre écoute. Et je vous souhaite une bonne soirée en espérant vous revoir en bonne santé mardi 26. N'oubliez pas de signer, parce qu'il faut signer pour le dernier conseil. Les 2 derniers conseils, oui. Merci.